Bonjour à tous déjà, je me présente Guillaume Body, je suis ingénieur à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Je ne suis pas spécialiste de toutes les espèces que je vais vous présenter, je ne suis pas spécialiste du changement climatique non plus, mais par contre, à travers de différents exemples, je vais essayer de donner du sens à toute la diversité des réponses qui ont été observées par mes collègues à l'ONCFS. Donc on va commencer par des exemples bien précis, et puis après on donnera du sens à l'ensemble. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur l'oie-cendrée et sur la migration de l'oie-cendrée. Alors nous, comme on n'a pas forcément beaucoup d'étudiants, on travaille par partenaire, avec des partenariats. Et donc cette étude a été menée donc, dans le sud-ouest avec des agents publics, des chasseurs et des naturalistes. Ils ont tous collaboré ensemble, ce qui donne quand même une plus-value à la donnée, etc. Et donc on s'est aperçu qu'au cours des 26 dernières années, la migration du sud au nord de l'oie-cendrée s'est avancée de 26 jours. Donc ça, c'est sur les premières observations de la migration chaque année. Donc on peut y voir un effet du changement climatique, comme ça a été très bien décrit juste avant. Vous êtes tous experts là-dessus, donc je vais pouvoir passer assez vite sur les mécanismes. Mais ça peut aussi être un effet du changement d'usage des terres, soit une dégradation des conditions dans le sud, soit une amélioration des conditions dans le nord, ce qui induit un changement de ce comportement de l'oie-cendrée. On va passer à un mammifère, le bouquetin. On l'a étudié pour plein d'autres raisons, pour la dynamique de population, les maladies, depuis 30 ans. Et dans une des mesures qu'on a faites sur les individus, c'est la taille des cornes. Alors la taille des cornes, c'est un peu comme le bois. On peut mesurer la croissance de la corne chaque année. Ça fait des cercles. Et mes collègues se sont aperçus que les cornes grandissaient plus vite, attendez que je me trompe pas, grandissaient moins vite les années chaudes. Et lorsqu'un mâle était né une année chaude, il aura, comparativement à un mâle qui serait né une année fraîche, des cornes qui seraient plus petites, tout au long de sa vie. Donc là, ils ont relié ça principalement à une diminution des ressources alimentaires en été. Passons à une espèce suivante, le grand tétra. Alors ça vous a été présenté en détail hier, sur les tétraonidés. C'est les mêmes résultats qui sont là. Et on a observé, dans le cadre de l'Observatoire des galliformes de montagne, une avancée des dates de nidification du grand tétra. En 30 ans, la nidification s'est avancée de 11 jours. C'est à peu près équivalent aux Pyrénées dans le Jura et les Vosges. On peut y voir quelques variations, mais globalement, ça va dans le même sens. La question peut être, est-ce que c'est une conséquence sur les paramètres démographiques? Et là, c'est assez divers. Dans le Jura, il a été montré que ça avait un effet positif. Les années chaudes étaient favorables à la reproduction du grand tétra, mais en Écosse, les années chaudes étaient défavorables à la reproduction du grand tétra. Donc il y a là aussi une variabilité entre les populations et entre les situations des populations. Prenons une nouvelle espèce. Donc je change entre les oiseaux, les mammifères, à chaque fois. Le chevreuil. Alors, le chevreuil, il met bas au printemps, et on a observé au cours des 30 dernières années que la date de mise bas du chevreuil n'avait pas changé. Alors là, tout le monde va se dire, chouette, enfin une espèce qui n'est pas impactée par le changement climatique. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il aurait dû changer sa date de mise bas? C'est une question, comme on l'a vu juste avant, d'ajustement à la ressource alimentaire. On a pris une autre mesure sur, cette fois, le vignoble, pour savoir quand est-ce que la végétation avait son pic. Et on a vu qu'au cours des 30 dernières années, la végétation fleurissait et avait beaucoup de feuilles un peu plus tôt chaque année. Or, le chevreuil met bas toujours à la même année. Et le chevreuil a aussi besoin de se nourrir pour nourrir et produire du lait et nourrir ses jeunes. Il ne fait pas des réserves pour nourrir ses jeunes. Il va directement consommer et alimenter ses jeunes directement.
Et du coup, s'il y a un décalage entre le pic de nourriture et la présence des jeunes, il va avoir moins de ressources pour alimenter ces jeunes. Et donc, c'est ce qui est présenté sur ce graphique. On a le décalage entre le pic de ressources et la mise bas qui augmente au fur et à mesure des années. Et donc là, le chevreuil n'est pas du tout plastique sur ce comportement de mise bas. Et c'est ça qui peut poser un problème pour l'avenir. Après, ça s'explique pourquoi est-ce qu'il n'est pas plastique. Si la végétation est calée sur la température pour la floraison, du coup, avec le réchauffement climatique, la floraison s'avance. La mise bas du chevreuil est calée sur la photopériode, la différence entre le temps du jour et le temps de la nuit. Parce que la gestation du chevreuil est bloquée, est en diapause pendant l'hiver. Et avec le réchauffement climatique, la photopériode n'a pas changé du tout, c'est complètement indépendant. Donc on a deux mécanismes indépendants qui étaient calés jusque-là, et avec le changement climatique, se décalent et peuvent poser un problème au chevreuil. Passons à une autre espèce, la perdrix grise, emblématique des plaines. Il faut savoir que sa reproduction est très calée et très dépendante de la météo. Les années fraîches et pluvieuses sont défavorables à la reproduction de la perdrix grise. Alors, on a regardé, c'est très variable d'une année à l'autre, cette reproduction, mais du coup, on a regardé les années qui étaient très bonnes et les années qui étaient très mauvaises. Entre les années 1994 et 2003, il y avait 10% des années qui étaient très mauvaises et 10% des années qui étaient très bonnes. Au cours de la décennie suivante, entre 2004 et 2013, alors que l'indice de reproduction, donc le nombre moyen de jeunes par poule, était à peu près identique, on a eu un gros décalage. Il y a 40% des années qui étaient très mauvaises, 30% des années qui étaient très bonnes pour la reproduction, et donc plus que 30% d'années qui étaient moyennes. On peut représenter ça sous ce graphique aussi. Donc ça, c'est l'indice de reproduction pour chaque année. Et on voit qu'il y a eu quelques années qui étaient très mauvaises dans les années 80, et que ces années très mauvaises sont plus nombreuses dans les années 2000-2010, mais sont aussi très bonnes. Et donc là, la question, c'est de savoir si le taux de reproduction moyen est égal, est-ce que la variabilité de la reproduction peut avoir une influence sur la dynamique de population? Ou est-ce que, vu que la reproduction moyenne est toujours similaire, ça n'aura aucun impact? Alors pour ça, on a fait des modèles démographiques, on a fait des simulations, et on a pu se rendre compte qu'effectivement, d'augmenter la variabilité, et la seule variabilité de la reproduction, induisait un plus grand risque pour les populations. Et donc ça, c'est un point à prendre en compte aussi sur les effets du changement climatique. Il n'y a pas que de l'augmentation de la température qui pose problème. Il y a l'augmentation de la variabilité aussi entre les années de la météo, qui est bien écrit par cet exemple-là. Alors, dernier exemple, sur le chamois. On a fait à peu près la même chose que sur le bouquetin. On avait d'autres problématiques, mais on a aussi mesuré des paramètres morphologiques, dont la taille des cornes. Et on s'est aperçu que lors des années plus chaudes, on avait les cornes qui poussaient plus vite. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit pour le bouquetin, c'était strictement l'inverse. Et donc là, alors comme c'était une étude un peu différente, et on a pris les 3 premières années de vie du chamois, et si ces 3 premières années de vie étaient plus chaudes, effectivement, l'individu aurait des cornes qui seraient plus grandes qu'un autre individu qui aurait des conditions moins bonnes au départ. Donc là, sur 2 espèces, on va dire assez similaires, on aurait pu penser similaires, on a 2 effets strictement opposés de l'effet du changement climatique. Donc là, ça rejoint le fait de ne pas généraliser l'observation qu'on a eue sur une espèce à toutes les autres espèces. Il faut faire très attention avec ça. Alors, on a vu 6 exemples
d'effets du changement climatique sur les espèces. On peut les catégoriser un peu avec des réponses comportementales sur l'oie cendrée, le grand tétras et le chevreuil, ou des non-réponses comportementales. On peut les inclure là-dedans. Il y en a pas mal d'autres, et ça joue sur la plasticité comportementale, donc la capacité des individus à changer leur comportement en fonction des situations. Et la question, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette plasticité. Est-ce qu'il y a un moment où les grands tétras ne vont plus pouvoir avancer leur reproduction parce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu et qui limitent leur plasticité? Ça, on ne le sait pas encore. On n'a pas encore atteint ce point-là. Pareil pour les oies, est-ce qu'elles vont à un moment ne plus pouvoir changer leur migration? Ou est-ce que d'un seul coup, il y aura des processus évolutifs qui vont permettre au chevreuil de décaler sa période de mise bas parce que les individus qui mettent bas de manière moyenne ne peuvent plus se reproduire, il n'y a que les individus extrêmes qui arrivent à se reproduire. Ça, c'est des effets de seuil. Je peux prendre un autre exemple qui n'a pas été fait par mes collègues, mais par des collègues norvégiens, des chercheurs norvégiens sur le renne. Alors, ils ont étudié une population sur l'île de Svalbard. Donc, vous prenez la Norvège, tout au nord, le Cap Nord, vous allez encore plus au nord et à l'ouest, c'est l'île de Svalbard, c'est très au nord, donc ils sont très impactés par le changement climatique. Du coup, ils ont des effets qui sont très visibles. Alors, le renne, pour manger en hiver, il va creuser la neige avec ses sabots. Ils ont des sabots très adaptés à ça, pour pouvoir atteindre l'herbe qui est en dessous. Le réchauffement climatique arrivant, la neige, ils ont atteint le point autour de zéro, un petit peu en dessous de zéro. Et du coup, là, au lieu d'avoir une lande de neige, ils avaient une lande de glace. Et la glace, ça se creuse beaucoup moins bien que la neige. Effet catastrophique sur la population, elle a chuté énormément, le taux de survie a chuté, etc. Quelques années se sont passées encore, la population a survécu un peu quand même, et la température a augmenté un petit peu, au-dessus de zéro. Et au-dessus de zéro, ça ne gèle plus. Par contre, ça fond un peu, il y avait plus d'eau et de lumière pour les plantes, il y a eu énormément de production végétale, et les rennes se sont très bien nourries là-dedans, et c'était magnifique pour les rennes. En quelques années, en moins d'une dizaine d'années, on est passé par deux effets de seuil, un catastrophique, et l'autre très bon pour le renne. Et de réussir à prédire ça, c'est très difficile. Donc sur toutes les espèces, on peut atteindre à un moment un effet de seuil comme ça, et d'avoir un changement qui est soit très mauvais, soit très bon. Donc il faut le prendre en compte. On a des réponses morphologiques, et là on a vu qu'il pouvait y avoir des effets très différents d'une espèce à l'autre. On peut aussi se dire qu'on a mesuré la taille des cornes, mais il y a d'autres paramètres qui pouvaient être corrélés à cela, et qui pouvaient avoir des influences sur la population. Par exemple, sur le bouquetin, on a mesuré d'autres paramètres sur les femelles, et on a pu voir que si les printemps sont chauds, c'est très bon pour les jeunes, parce qu'il y a plus de nourriture, et les enfants vont mieux survivre. Mais si c'est l'été qui est chaud, alors il y a moins de nourriture pour les femelles, et l'hiver suivant, il y aura plus d'avortements et moins de survie des femelles. Donc un effet négatif sur la population. Donc c'est assez difficile à prédire si on n'a pas des études spécifiques sur chaque espèce. Et enfin, on a les réponses démographiques, et c'est souvent la question sur laquelle on arrive, vu que ça nous amène à un niveau suivant qui est la taille de population, les effets sur la population, les peuplements. Donc on a plusieurs effets comme ça. Et la généralisation est très difficile. Il faut voir aussi qu'on a des effets du changement climatique, mais pas que. Il y a les effets d'usage des terres. C'est ça les changements globaux, il y a les deux. Alors le point positif là-dedans, c'est que les changements d'usage des terres, ils sont peut-être plus à un niveau local, et on peut peut-être plus agir dessus. Et donc ça, chacun, au niveau un peu plus local, on peut agir dessus, et ça peut être positif. Alors comment est-ce qu'on peut gérer une telle incertitude? Parce que tout ce que je vous ai présenté globalement, c'est qu'il y a plein de cas particuliers, plein de situations différentes, et on ne connaîtra pas tout.
il faut suivre. Mais il y a une... alors c'est pas une solution miracle, mais on va dire plutôt que c'est une bonne pratique pour la gestion, et qui pourrait nous permettre à l'avenir d'adapter notre gestion aux effets des changements climatiques qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on découvrira à l'avenir. Alors ça commence par avoir des objectifs. Il faut qu'on ait un objectif de gestion. Et ça, pour faire ça, il faut qu'on mette tout le monde autour de la table. Si on veut gérer une forêt, il faut mettre les forestiers, les chasseurs et les autres parties prenantes autour de la table pour s'accorder sur des objectifs. Si c'est une espèce chassable, on travaille beaucoup avec les espèces chassables, il faut savoir par exemple quelle est la population acceptable par chacun. Ça c'est une décision, on va dire, politique. Après, il faut mesurer sur le terrain l'état initial. Et donc là, c'est mieux si le constat est partagé par toutes les parties prenantes. Proposer des mesures de gestion. Donc comment est-ce qu'on va, à partir de cet état initial, essayer d'atteindre l'objectif. Et mettre en place cette gestion et mesurer. Mesurer l'effet de notre gestion sur les paramètres qu'on souhaite. Et pour ça, mesurer, il faut quand même avoir les bons outils pour mesurer la bonne chose. Je vais prendre un cas concret. Si vous essayez de gérer une population de cerfs en faisant du comptage au brame, sachez que vous vous plantez. Il n'y a aucune correspondance entre le comptage au brame et la population de cerfs. Donc, vous pouvez aller écouter le brame, c'est très joli, mais n'utilisez pas ça en termes de gestion, ça ne sert à rien. Et ça sera contre-productif. Donc d'avoir des mesures fiables, c'est très important et c'est là-dessus que mes collègues travaillent. Et à partir de ces mesures, on va apprendre sur le système. On va apprendre comment fonctionne le système, comment fonctionne notre gestion aussi, quelle est l'influence de notre gestion sur les paramètres qu'on souhaitait. Et on va apprendre. Et c'est cet apprentissage qui est très important. Et à partir de ça, on peut recommencer le cycle. L'année suivante, on va redéfinir des objectifs, remesurer, appliquer la gestion, suivre les effets de la gestion et apprendre de notre gestion et de notre suivi. Et on va continuer ce cercle vertueux. Alors on n'est pas obligé de le commencer à partir du moment où on connaît tout. On ne connaîtra jamais tout. On peut le commencer dès maintenant et le mettre en place et apprendre au fur et à mesure de ce qu'on peut faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion adaptative. Et ça a été évoqué hier aussi par RNF sur comment adapter la gestion d'une réserve aux effets du changement climatique. C'est par cette boucle et mettre tout le monde autour de la table. Si on met que certaines personnes, par exemple pour la gestion des forêts, si vous mettez que les forestiers, ils vont pas vouloir du tout de cerfs. Si vous mettez que les chasseurs, ils vous en voudront plein. Et il faut les mettre autour de la table pour essayer de trouver un compromis acceptable pour chacun. Et puis il n'y a pas que trouver le moyen de gérer. C'est pas uniquement tirer plus de cerfs ou moins. Ça peut être aussi d'adapter l'environnement à ce qu'on veut. Et donc de jouer un peu sur tous les paramètres. Et ce sera toujours une combinaison des paramètres. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez retrouver la plupart des exemples et quelques autres dans une brochure qu'on a produite lors de la COP21 et qui se trouve en ligne. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions. Si vous le souhaitez. Bon, c'est pas grave si c'est toujours les mêmes. Hein. Concernant le chamois, on peut se demander si la croissance de ces cornes avec le changement climatique est un avantage ou un inconvénient pour lui, pour l'espèce. En tout cas, c'est une espèce qui a une plasticité énorme. Et en fait, l'évolution de sa répartition aujourd'hui n'a rien à voir avec le changement climatique, puisque maintenant il est en Provence, il est à 60 mètres d'altitude au bord de la Méditerranée, et à 100 mètres d'altitude dans la vallée du Rhône. Il traverse le Rhône, il traverse la Saône, puisque maintenant il se reproduit sur la côte chavonnaise, dijonnaise plutôt. Donc voilà, c'est simplement
on observe une modification morphologique chez cette espèce, mais on ne voit pas le lien qu'il y a avec l'évolution de la répartition, de la distribution de cette espèce, qui est absolument étonnante, et qui est essentiellement liée à la baisse de pression sur l'espèce, la baisse de pression humaine sur l'espèce, grâce aux protections, grâce au ponchage, grâce à tout ça. Et maintenant, on voit se réinstaller le chamois où il aurait pu être si l'homme n'avait pas fait disparaître depuis très très longtemps, hein, et à période récente aussi. Donc c'est juste cette remarque, l'absence de lien entre un phénomène observé qui est intéressant. Juste une petite remarque, l'espèce qui n'est pas la même en Italie, qui d'ailleurs n'est pas un chamois mais un isard, a des très longues cornes. C'est amusant de voir que dans les régions où il fait plus chaud, il a des très longues cornes. Ah oui, oui, dans les effets du changement climatique, il n'y a pas que des effets négatifs, il y a des espèces qui peuvent en bénéficier. Et c'est pas le changement climatique qui est la cause de l'évolution de la répartition du chamois. ah oui, non, c'est pour ça que je parlais là juste de la taille des cornes. Ça peut être des effets neutres aussi qui sont complètement... qui ont juste une influence sur la morphologie de l'espèce sans avoir d'autres conséquences. C'est des effets possibles. Après, oui, sur les ongulés, globalement, les ongulés se portent bien en France, ont des répartitions qui ont augmenté, et c'est un peu dû aussi à la gestion, aux efforts de réintroduction qui ont été faits il y a une cinquantaine d'années. Donc il n'y a pas que des espèces qui se portent mal, et dans celles que j'ai présentées, il n'y en a pas forcément. La paire de gris se porte pas très bien quand même. Mais les autres ne se portent pas forcément mal. Oui, non, c'est juste une remarque par rapport à votre dernier exemple, c'est-à-dire le cerf. Et ce qui me frappe dans votre exemple, c'est qu'autour de la table, il n'y a que des humains, quoi. C'est les forestiers et les... Évidemment, on ne va pas mettre le cerf à s'asseoir autour de la table, mais en même temps, c'est comme s'il n'y avait pas de... On ne sait pas trop ce que pense l'espèce elle-même, on ne sait pas trop ce que pense... Enfin voilà, comment... quelle serait... C'est l'homme qui gère tout le temps tout et qui est constamment en train de continuer le système de gestion, quoi. Oui, l'humain est partout, a un impact sur tous les milieux. Donc oui, on est sur certains milieux, on gère et on ne va pas penser. Dans les forêts où on laisse faire, là, dans les zones comme ça qui sont complètement préservées, est-ce qu'on a une observation de comment ça se régule ou pas, etc. Alors ça va être les réserves biologiques intégrales. Si je me souviens bien, il y a eu un exercice à Chizé qui a été fait sur arrêter toute gestion. Ça se passe pas forcément bien, parce que les populations du coup vont augmenter, vont bouffer tout ce qu'il y a, la forêt peut cracher parce qu'il y a une trop grosse pression, et du coup les populations vont cracher aussi derrière, et voilà. Généralement c'est les effets prédateurs-proie qui sont un peu en dynamique, qui explosent et puis qui crachent juste ensuite. On veut peut-être pas forcément ça dans nos forêts, dans nos milieux, mais ça c'est une décision politique. Est-ce qu'on veut laisser la nature elle-même et voir ce qui se passe sans vouloir intervenir, ou est-ce qu'on veut intervenir et avoir une zone à peu près à l'équilibre qui nous correspond? Ne pas intervenir, c'est un choix de gestion, mais il faut qu'on soit tous d'accord dessus. Oui. Alors justement, pour rebondir sur le sujet, pour ce qui est des espèces gibier qui sont extrêmement manipulées, est-ce que cette question climatique devrait nous amener à énormément de prudence quand on voit qu'on peut aller chercher des cerfs en Pologne pour les mettre en France, qui sont porteurs de tuberculose de souche d'origine espagnole? On ne se pose pas une question sur arrêter les manipulations sur les populations gibier, parce qu'on parle beaucoup du sanglier, on parle beaucoup du cerf. J'espère que sur les autres espèces, on va totalement arrêter tout ça. Et est-ce que l'ONCFS peut dire, attendez, on est face à un événement climatique majeur, arrêtons de jouer aux magiciens sorciers? Alors là-dessus, on ne va pas invoquer le changement climatique. C'est plus la gestion des espèces et l'activité humaine, plus que le changement climatique. Il y a des camions qui traversent toute l'Europe, voire plus tout le temps. Le fait que la peste porcine ait fait un grand bond en Belgique et a fait quelques milliers de kilomètres rapidement,
c'est pas forcément juste dû à la propagation de l'espèce normale et de la maladie sur l'espèce, mais c'est peut-être avec le trafic routier, avec le déplacement de tout un tas de paramètres que les maladies se propagent plus vite, etc. Donc là, ça n'a pas forcément à voir grand-chose avec le changement climatique. C'est plus qu'est-ce qu'on veut faire de ces espèces. Effectivement, les populations en France n'ont pas besoin d'import extérieur. On a encore le temps pour une petite question, ou remarque, ou commentaire. Je vais revenir un petit peu au fond en fait, de votre présentation que j'ai trouvé très intéressante, puisqu'elle montre que différentes espèces vont répondre à différentes proxys pour s'adapter. Certaines espèces vont avoir un potentiel de plasticité face à un élément perturbateur qui va leur permettre de répondre. Parfois même ces espèces, ça va être un avantage pour elles, une augmentation de la température. Et à l'inverse, on a d'autres espèces qui n'ont pas la plasticité, donc ils ne peuvent pas s'adapter. C'est le cas du chevreuil, où on observe ce décalage phénologique entre la végétation qui répond immédiatement de façon plastique à la température et le chevreuil qui lui n'ajuste pas sa date de ponte. Donc c'est sa date de ponte. J'étais un peu vite. Sa date de mise bas. Donc ça reprend aussi d'autres exemples qui ont été développés par Jacques juste avant. Et c'est pas vraiment une question, hein, c'est plus un commentaire. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir la diversité d'exemples, la diversité de réponses au changement climatique, et le fait que certaines espèces vont s'adapter très très bien parce qu'elles ont un potentiel soit au niveau plasticité, soit au niveau génétique, et que ça va dépendre en fait de l'histoire des espèces, et qu'il est quand même assez difficile de prédire espèce par espèce. Voilà, c'était un commentaire sur la qualité des espèces. Mais le point qui peut regrouper votre présentation auxiliaire, c'est la diversité. La capacité d'adaptation peut se mesurer un peu par la diversité actuelle. La diversité des réponses potentielles, donc là ça va être sur les voies de migration, sur la trame verte et bleue, les capacités de se déplacer, les différentes possibilités qui existent à l'espèce pour s'adapter, ou les capacités génétiques. Si on n'a que des clones, la diversité génétique est moindre, et donc la bonne solution qui aurait pu se trouver quelque part est probablement pas présente si on a une diversité génétique qui est plus faible. Merci beaucoup. Bon, on va clore ici les